Je vais être bref pour laisser le plus de temps possible à Cassiopée, chers collègues. Donc, en fait, je vous propose qu'on aille directement en fait sur le site de l'Organisation mondiale de la santé pour bien asseoir notre définition de on parle de quoi quand on parle de sexualité. Je vais vous mettre le lien aussi dans le chat une fois que je vous l'aurai présenté. Mais en gros, ici, dans ces ateliers-là, quand on parle de sexualité, on voit vraiment la sexualité comme un aspect central de l'être humain tout au long de la vie, qui englobe le sexe, les identités de genre et les rôles qui y sont afférents, l'orientation sexuelle, l'érotisme, le plaisir, l'intimité et la reproduction. La sexualité, elle est vécue et exprimée sous forme de pensée, de fantasmes, de désirs, de croyances, d'attitudes, de valeurs, de comportements, de pratiques, de rôles et de relations. Donc, la sexualité regroupe donc de nombreuses dimensions, mais chaque personne ne ressent pas ou ne vit pas nécessairement chacune d'entre elles. La sexualité, elle est influencée par l'interaction de facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels, juridiques, historiques, religieux et spirituels. Donc, dans ces ateliers-là, ici, on prend vraiment une approche positive de la sexualité. On est dans une approche de respect, de diversité, d'inclusion. Donc, il n'y a aucune question qui est niaiseuse. On vous encourage vraiment à partager quand vous avez des commentaires, des questions dans les moments où nos présentateurs, présentatrices vous le disent, là, vous disent que c'est approprié. Donc, et c'est ça, on vous encourage justement au respect entre vous aussi et on est très content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, j'arrête mon partage et Cassiopée, je te laisse la parole. Oui, Adèle. Merci beaucoup. Commencer ces secondes. Merci beaucoup. Ben oui, donc je vais vous partager mon écran, puis on va y aller tout de suite avec la présentation sur ce magnifique répertoire sur lequel j'ai travaillé depuis le début du mois de février de cette année. Allons-y. Donc, pour vous mettre un peu en contexte, donc c'est ça, moi je m'appelle Cassiopée, je suis ergothérapeute de formation et je suis étudiant au doctorat en sexologie à l'UQAM. Mon projet de recherche porte sur la sexualité et le handicap et plus précisément le vécu et les expériences sexuelles des adultes avec des incapacités physiques et un peu mieux comprendre l'ensemble des facteurs qui sont impliqués dans leurs expériences sexuelles et comment est-ce qu'on peut les aider mieux ensuite de ça en ciblant les facilitateurs et les obstacles. Et en fait, en février dernier, j'ai été mandatée par Chantal Robillard, qui est ici aujourd'hui, pour assembler différentes ressources, guides, outils cliniques et éducatifs qui répondent vraiment à la thématique de sexualité et handicap, parce qu'on entendait que dans les différents milieux de pratique, les intervenants avaient envie d'aborder la sexualité et le handicap, mais n'avaient pas nécessairement d'outils pour le faire. Lorsqu'ils avaient envie de donner un pamphlet, par exemple, sur le sujet, ben, ils ne savaient pas où aller chercher ce pamphlet-là. Donc, ce genre de situation-là, typique-là, nous a amené à construire ce répertoire-là. Donc, le répertoire, je vais vous le présenter aujourd'hui. Et il va être mis à la disposition de tous les intervenants et intervenantes du RSS au Québec sur demande via la plateforme SharePoint. On vous demande, s'il vous plaît, si vous allez en redistribuer, en faire usage, de seulement mentionner les crédits d'auteurs et d'autrices que je viens juste de vous mentionner. Donc, et ce qui est important à savoir avec le répertoire que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est que c'est des ressources qui ont été recensées via des recherches Google, par bouche à oreille, etc. Ce ne sont pas des ressources qui proviennent de la littérature scientifique et ce n'est pas des ressources qu'on a évaluées au plan scientifique ou clinique nécessairement. Donc, c'est vraiment important que vous, en tant qu'intervenante et intervenante, vous fassiez preuve de jugement clinique et critique à l'égard de ces ressources-là et que vous preniez le temps de les inspecter pour voir si ça convient bien à votre usager ou à votre usagère, mais si toute l'information qui est contenue là, est valide pour vos objectifs d'intervention. Donc, je vais commencer aujourd'hui en vous présentant les buts du répertoire. Ensuite, je vais vous parler d'un peu comment est-ce qu'on a assemblé le répertoire, ça a été quoi notre stratégie de recherche de ressources. Ensuite, je vous donne une vue d'ensemble du répertoire en date d'aujourd'hui, à quoi qu'il ressemble, combien de ressources on a, quel genre de diagnostic ou de conditions on couvre avec le répertoire.
Et je vais terminer en vous montrant le répertoire en tant que tel, puis en vous donnant quelques trucs et astuces pour bien l'utiliser pour arriver à trouver une ressource que vous recherchez. Donc, au niveau des objectifs, on en avait 4 grands objectifs. Le premier, c'était vraiment qu'on cherchait des ressources, des guides, outils éducatifs ou cliniques qui abordent les termes qui vont être fréquemment rencontrés en intervention en lien avec la sexualité et le handicap. Donc, par exemple, des ressources qui vont parler des pratiques sexuelles qui sont sécuritaires et qui favorisent le plaisir chez une personne en situation de handicap, qui donnent de l'information sur la contraception, sur la prévention des ETSS et du VIH, sur le consentement, etc. On a vraiment assemblé ces ressources-là et ces guides et outils dans une perspective de déstigmatisation, donc de vraiment lever le tabou sur la sexualité et le handicap, d'en parler de plus en plus dans nos interventions, évidemment dans une perspective de sexualité positive, comme qu'on vient de vous mentionner au début, et surtout pour vraiment soutenir les personnes concernées en tant que telles. Donc, les ressources, on a vraiment misé sur des ressources qui sont dédiées aux personnes concernées avant tout, mais aussi qui sont dédiées aux autres personnes qui sont impliquées au niveau de la thématique de la sexualité et du handicap. Donc, quand on parle de personnes concernées, c'est bien évidemment les personnes de la diversité capacitaire en tant que telles, donc des personnes qui sont en situation de handicap, qui sont nommées dans le répertoire, vous allez voir, comme usagers, usagères. On parle aussi de leurs partenaires, de leur famille et des proches aidants, qui sont aussi après nommés dans le répertoire les proches. Et on parle aussi des professionnels de leur équipe traitante, que ce soit en réadaptation, en médecine ou en sexologie, qui sont dans le répertoire nommé professionnel. Un autre objectif qu'on avait pour le répertoire, c'était de recenser des ressources qui sont crédibles dans la mesure du possible. Et un critère qu'on a suivi pour cette crédibilité-là, c'est d'aller chercher des ressources qui sont soutenues ou développées par des organismes gouvernementaux, des CIUS, des universités ou alors des organismes communautaires qui ont une compétence reconnue dans le domaine du handicap ou de la sexualité. Et un dernier objectif qu'on poursuit avec le répertoire, c'est vraiment d'avoir des ressources qui sont faciles d'accès. Donc, qu'on peut retrouver sur Internet de manière facile, que ce n'est pas, par exemple, un pamphlet qui est seulement disponible en version papier qu'il faut aller chercher à un CLSC tel ou tel à Montréal. Donc, des ressources que tout le monde peut avoir accès facilement sur Internet et des ressources qui sont en français ou en anglais. Au niveau de notre stratégie de recherche, elle s'est déroulée en 3 volets différents qui se sont tous faits de manière parallèle et concomitante entre le mois de février 2023 de cette année et jusqu'à aujourd'hui, le 15 juin. Donc, on a eu une recherche via Google. Donc, j'ai fait une recherche générale avec les mots-clés handicap et sexualité ou handicap et santé sexuelle. Et puis, je suis allée identifier ce qui était au niveau des ressources éducatives, des guides, des pamphlets, etc. En même temps que ça, on a aussi eu une recherche via le bouche à oreille. Donc, on a entre autres Louis-Pierre qui a contribué ces différents travaux qu'il avait déjà fait par le passé de recensement de ressources. Mais on a aussi fait du réseautage avec des personnes expertes connues dans les milieux de la réadaptation et de la sexologie. Et lors de conférences aussi, moi, tout récemment, j'ai participé à une conférence sur la recherche participative et inclusive à Québec et j'ai profité de ce moment-là pour en parler à mes différents collègues. Puis j'ai pu recueillir des ressources supplémentaires depuis. Et on a juste globalement fait la promotion du projet dans différents milieux. On a collecté les ressources comme ça. Une autre stratégie aussi qu'on a mis en parallèle de ça, c'est d'aller solliciter les différents ordres professionnels du Québec et de voir est-ce que sur leur site Internet, sur leur banque de formation, est-ce qu'ils et elles font déjà la promotion de formation ou de ressources qui sont en lien avec la sexualité et le handicap. Je ne pense pas que ça va surprendre personne, mais malheureusement, sur les sites Internet de nos ordres, il n'y a absolument rien qui est en lien avec la sexualité et le handicap. Donc, quand j'ai fait ce constat-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une étape supplémentaire et j'ai écrit des courriels à tous les ordres que vous voyez là, ici, la liste. Là, donc, ordre des ergothérapeutes, physio, sexologues, orthophonistes, audiologistes, infirmiers, infirmières, travailleurs sociaux et psychologues. Je leur ai tous et toutes écrit un courriel pour leur parler du projet. Et voir s'il n'y aurait peut-être pas des ressources cachées qui ne sont pas nécessairement sur leur site web, mais qui pourraient nous donner. Et encore une fois, ça a été... il n'y a pas vraiment eu de succès avec cette stratégie-là, donc il n'y a pas vraiment eu de ressources qui ont ressorti de cette stratégie-là en particulier, puisque c'est ça, ce n'est pas vraiment une thématique qui est encore mise de l'avant ou qui est même connue là, des différents ordres qu'on a ici au Québec. Donc, quelque chose d'intéressant à savoir. Tant que tout ça a été fait, j'en suis arrivée à environ une 40aine de ressources. Puis, à partir de là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un peu c'était quoi les gaps
ou les manques dans le répertoire. Et je suis allée faire une deuxième recherche Google pour essayer d'aller identifier des ressources qui répondaient à ces manques-là plus particulièrement. Donc, on parle d'une deuxième recherche qui a été faite avec les termes comme déficience visuelle et sexualité, autisme et sexualité, surdité et sexualité et douleur chronique et sexualité. Les ressources, il y a certaines ressources qui ont été exclues durant cette stratégie de recherche-là. Donc, les ressources qui ne comprenaient pas d'informations spécifiques aux réalités et vécus des personnes en situation de handicap. Donc, on parle par exemple d'une ressource qui généralement traite de la conception ou des abus de la contraception, excusez, pas la conception, ou sur les abus sexuels, mais qui n'a pas vraiment de valeur ou de plus-value en lien avec la situation de handicap. Donc, c'était pas vraiment dans un angle précis pour les personnes en situation de handicap. Ces ressources-là, elles ont été exclues. Tout ce qui est articles de blog, récits personnels, articles de journaux, etc., tout ça, ça a été exclu aussi. Et évidemment, puisque la recension ne s'intéressait pas aux ressources scientifiques en tant que telles, bien, tout ce qui concerne les articles et la littérature scientifique n'a pas été inclus non plus. Donc, évidemment, il y a certaines limites par rapport au répertoire que je vais vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les recherches Google que j'ai faites, elles ont été faites uniquement avec des mots-clés en français. Donc, je ne suis pas allée chercher, par exemple, sexuality and disability ou sexual health and disability. Et ça serait vraiment, si jamais il y a un nouveau contrat qui se fait ou une nouvelle équipe qui a envie de repartir, de bonifier le répertoire, ça serait probablement une des premières étapes à faire. Ensuite, c'est d'aller faire une recherche, de reproduire la même stratégie de recherche, mais avec des mots-clés en anglais. Et c'est ça, comme je viens tout juste de vous dire aussi, on ne s'est pas intéressé aux articles scientifiques ni à la littérature scientifique. Et ça, ce serait probablement aussi un très beau projet pour des étudiants et des étudiantes à la maîtrise de venir bonifier ce répertoire-là en faisant une recension plus formelle dans les différents outils scientifiques qui sont actuellement publiés. Donc, les résultats. En date d'aujourd'hui, le 15 juin 2023, je vais vous présenter un répertoire qui recense 48 ressources, guides, outils et formations. Donc, ici, vous avez un portrait des différentes situations de handicap, conditions qui sont couvertes par le répertoire. Donc, en grande majorité des ressources qui s'intéressent surtout à la déficience motrice. Donc, on parle de conditions comme l'AVC, la paralysie cérébrale, la blessure médulaire, les douleurs chroniques. On a aussi beaucoup de ressources qui vont s'intéresser à la déficience intellectuelle et certaines qui vont être plus précises au niveau de l'autisme et de la neurodiversité. Ensuite de ça viennent les ressources sur le vieillissement. Donc, on en a 6 sur le vieillissement et on a aussi des ressources sur tout type de handicap. Donc, c'était des ressources qui étaient généralement pour les personnes en situation de handicap sans vraiment spécifier si c'était des incapacités physiques, des incapacités intellectuelles ou autres. Et nos conditions, nos situations de handicap qui sont vraiment moins bien représentées, c'est celles qui sont en lien avec la communication. Donc, par exemple, des personnes qui présentent une aphasie. Il n'y a seulement que 2 ressources qui s'intéressent à cette population-là spécifiquement que moi, j'ai pu recenser. Et tout ce qui est au niveau des déficiences sensorielles, donc on parle de déficiences auditives, surdité et déficiences visuelles, c'est aussi des populations pour lesquelles il y a vraiment moins de ressources qui ont été trouvées avec la stratégie de recherche. Donc, encore une fois, ça, c'est des lignes intéressantes aussi pour des futurs projets. Dans vos différentes équipes de réadaptation, ça pourrait être intéressant de s'intéresser à développer des ressources pour ces populations-là qui en ont peut-être moins. Au niveau des types de ressources, on a 9 formations tout de même qui ont été recensées à l'intérieur du répertoire. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est un peu plus, un chiffre qui est un peu plus élevé que ce qu'on aurait pu s'attendre. Donc, ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Je sais que c'est un besoin que plusieurs personnes ont énoncé à travers les différents ateliers d'avoir accès à des formations. Donc, sachez qu'il y en a, ça existe. Donc, vous allez pouvoir y avoir accès avec ce répertoire-là. La majorité de nos ressources, tout de même, c'est quand même des PDF, des pages web, des dépliants. Donc, on en a plus d'une trentaine sur 48 qui sont de ce format-là. Mais on a aussi des séries de vidéos éducatives ou de témoignages de personnes en situation de handicap qui témoignent de leur propre vécu sexuel et qui parlent un peu de leurs difficultés, de leurs expériences. Et ça peut être des vidéos très intéressantes à transmettre à vos usagers et usagères qui cherchent peut-être à avoir des modèles ou qui cherchent peut-être à développer un sentiment d'appartenance ou de communauté avec d'autres personnes dans leur situation. On a aussi une balado-diffusion qui suit un peu le même principe de témoignage et d'éducation.
On a 2 trousses d'outils d'évaluation et d'intervention qui ont été développés par d'autres équipes de réadaptation au Québec et qui sont vraiment des espèces de dossiers Drive complets avec différents outils d'intervention, des groupes d'animation, ce genre de choses-là. On a une trousse de pictogrammes pour venir aider au niveau de la communication en lien avec la sexualité. Donc, c'est des pictogrammes qui vont qui viennent représenter, par exemple, la contraception avec une image, une ITSS ou un VIH avec une image pour faciliter la communication des personnes qui auraient peut-être des difficultés à ce niveau avec leurs professionnels de la santé. Et on a un forum en ligne, en fait, une communauté de pratique qui est facilitée par l'Association canadienne des ergothérapeutes qui porte spécifiquement sur la thématique de la sexualité et du handicap. Donc, ça, c'est ce qui a trait au type de ressources que vous allez retrouver dans le répertoire. En ce qui a trait aux thèmes qui sont couverts par le répertoire, je vous ai dressé une liste ici rapidement. Donc, tout ce qui est en lien avec les fonctions et les bénéfices de la sexualité, comment reconnaître, prévenir et traiter une ITSS ou le VIH, quelles sont les méthodes de contraception à la disposition des personnes en situation de handicap, toutes les notions au niveau du consentement. Beaucoup de ressources aussi en lien avec la violence conjugale et sexuelle, comment reconnaître une situation de violence conjugale ou sexuelle, comment en parler et comment s'en sortir, et différentes ressources de signalisation ou de maisons d'hébergement, etc. On a aussi quelques ressources qui vont parler plus particulièrement des pratiques sexuelles et surtout comment adapter ces pratiques sexuelles et comment avoir un positionnement adapté. Ça, c'est beaucoup plus en lien avec la déficience motrice. Et finalement, des ressources qui vont plus couvrir aussi les approches d'évaluation et d'intervention en lien avec la sexualité et le handicap, dont notamment certaines ressources qui vont vraiment bien venir expliquer et définir le modèle explicite, qui est un modèle que je dirais qui émerge là, plus de la littérature scientifique, mais qui est comme un peu mis de l'avant pour être utilisé de plus en plus quand on parle de sexualité et de handicap avec nos usagers et usagères. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener dans le répertoire en tant que tel pour vous le montrer et qu'on l'explore un peu ensemble. Bon, je vais juste tasser ça. Voilà. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? On dirait qu'on est encore sur ta on est feuille encore sur le PowerPoint. PowerPoint, hein? OK, c'est Je bon. crois que oui. Merci. OK. Donc, on va y aller avec un New Share. Et voilà. C'est bon. Merci. Donc, voici le du répertoire. Donc, c'est rien de très exceptionnel en termes technologiques. C'est un fichier Excel. Mais dans le fond, la première chose que je vais vous montrer, c'est les différentes colonnes et les différentes catégories. Donc, pour chaque ressource, vous avez l'auteur, l'autrice de la ressource en tant que telle. Souvent, c'est des associations, des organismes communautaires ou universités complètes carrément. Et ensuite, juste à côté, vous avez le type d'auteur-d'autrice. Donc, en fait, c'est à savoir, est-ce que cette ressource-là est faite par un organisme qui est un organisme par et pour, par exemple, un organisme par des personnes en situation de handicap pour celle-ci, ou est-ce que c'est plutôt une ressource qui provient d'un groupe d'experts qui ne sont pas nécessairement en situation de handicap, mais qui ont une certaine expertise en lien avec ça? Et vous avez à côté le type de ressource. Donc, est-ce qu'on parle d'une communauté de pratique, par exemple, ou plutôt d'une ressource qui fait de l'éducation? Ou des ressources qui sont plus en lien avec des outils d'intervention ou qui sont alors carrément une formation. Vous avez ensuite de ça le titre de la ressource, l'URL ou le lien Internet avec lequel vous pouvez retrouver la ressource. Et vous avez après un descriptif du contenu de la ressource en tant que telle. Donc, moi, j'ai ouvert chaque ressource, chaque outil. J'en ai fait une espèce d'inspection rapide visuelle. Puis, je suis allée dégager pour vous c'est quoi les différents thèmes qui sont couverts par cette ressource-là. Ensuite, vous avez la colonne à côté qui est le public ciblé par la ressource. Donc, est-ce qu'on cible, est-ce que c'est une ressource qui est dédiée pour les usagers et usagères, leurs proches, ou alors plutôt pour les professionnels spécifiquement? Donc, vous avez un peu de tout. Vous avez vraiment des ressources qui sont que pour les professionnels, par exemple des formations, et vous avez des ressources qui sont dédiées spécifiquement aux usagers et usagères aussi. Ensuite, la colonne H ici, c'est la colonne qui recense quel type d'incapacité ou quel type de condition, de situation de handicap est-ce que la ressource s'intéresse. Donc, par exemple, une ressource qui s'intéresse plutôt à la déficience motrice, une ressource qui s'intéresse à tout type de handicap sans discrimination au niveau des types de déficience. Ici, on a une ressource qui est uniquement pour la déficience intellectuelle, l'autisme, etc., etc.
Ensuite, j'ai pris la peine de recenser les ressources qui avaient un intérêt plus particulier pour les personnes marginalisées. Donc, on va avoir certaines ressources, par exemple, qui vont être dédiées spécifiquement au vieillissement et aux personnes âgées qui font partie de la communauté LGBTQIA2+. On a aussi certaines ressources qui s'intéressent plus particulièrement, par exemple, aux femmes, aux personnes trans et aux personnes non-binaires. Malheureusement, j'ai réussi à recenser aucune ressource qui se dédie particulièrement aux personnes racisées, aux personnes noires ou aux personnes autochtones. Donc, ça aussi, ça pourrait être quelque chose à faire dans le futur, d'aller chercher des ressources qui s'intéressent à cette population-là plus spécifiquement, puisqu'elles et elles vivent des enjeux qui sont quand même distincts. Dans la colonne à côté, la colonne J, on a la colonne du format. Donc, ici, c'est simplement pour vous dire que, par exemple, cette ressource-là, c'est un PDF de 25 pages. Donc, ça peut vous donner une idée aussi. Est-ce que c'est un pamphlet qui est court que je peux remettre à mon usager ou usagère, ou est-ce que c'est un document vraiment beaucoup plus substantiel qui va requérir un petit peu plus de temps? Certaines ressources sont gratuites, d'autres ne le sont pas. Donc, vous avez à la colonne K le prix et qu'est-ce qu'il y en est à ce niveau-là. Dans la colonne L, j'ai recensé le pays ou la province de provenance de la ressource. Donc, on a certaines ressources qui nous proviennent, par exemple, des États-Unis. On en a d'autres qui proviennent, la majorité proviennent plutôt du Québec ou du Canada en général. La langue de la ressource, est-ce qu'elle est disponible en français ou en anglais? On a aussi certaines ressources qui sont disponibles en langue des signes québécoise ou en langue des signes française. Donc, par exemple, ici à la ligne 16, on a Dans ton slip, qui est une série vidéo sur YouTube qui est disponible en français, mais qui a aussi un sous-titrage en langue des signes française. Et finalement, la toute dernière colonne, c'est en lien vraiment avec l'aspect de crédibilité que je vous mentionnais au début. Donc, c'est qui endosse cette ressource-là? Est-ce qu'il y a un groupe de chercheurs qui a contribué à construire la ressource, par exemple, ou etc.? Donc, parfois, non. Parfois, c'est simplement un organisme communautaire qui est reconnu, qui a développé la ressource. Mais parfois, on a vraiment des universités, comme ici l'Université de la Colombie-Britannique, plus un regroupement de recherche qui s'appelle ICORD, plus un institut de recherche qui ont tous contribué à développer la ressource. Donc ça vous présente un peu de manière générale le répertoire. Maintenant, ce que je pensais faire, c'est pour vous montrer un peu comment fonctionne le répertoire, c'est si vous voulez, dans le chat ou en ouvrant votre micro, de juste me demander, me faire une demande. Par exemple, est-ce que tu peux nous montrer une ressource qui parle de tel ou tel thème, ou si vous avez un intérêt pour une ressource en particulier, un usager que vous avez en tête, que vous aimeriez savoir si la ressource au sein du répertoire, je vous invite à l'écrire dans le chat, puis je vais vous montrer comment chercher dans le répertoire à partir de ça. On a nommé AVC dans le chat, Cassiopée. OK, super. Donc, AVC, puisque c'est comme vraiment une demande plus spécifique, AVC, c'est moins comme, mettons, déficience motrice de manière générale ou je cherche une formation de manière générale. Donc, quand vous avez une recherche vraiment plus particulière, ce que je vous encourage de faire, c'est d'y aller par recherche avec mots-clés à la place, plutôt que d'aller chercher dans les catégories. Donc, la recherche par mots-clés, c'est vraiment d'y aller avec le petit outil de recherche ici en haut à droite. Donc, vous avez la loupe que je viens de cliquer dessus. Et là, je vais juste simplement taper AVC, cliquer Entrée. Et ça va m'amener tout de suite dans le dossier, dans le fichier Excel à la case où il y a le mot AVC. Donc ici, vous voyez, ça m'a amené tout de suite à une ressource qui a été faite par InfoAVC ou Stroke Engine en anglais. C'est une ressource qui a été élaborée par un groupe de recherche et d'experts. La ressource, elle s'appelle Sexualité et AVC. Elle est disponible à ce lien-là ici. Elle parle des difficultés sexuelles post-AVC, des réponses à des questions courantes des usagers et usagères et leurs familles et conjointes. Puis elle fait une revue scientifique de 4 interventions qui sont non pharmacologiques en réadaptation en lien avec l'AVC. Vous voyez ici que c'est une ressource qui s'intéresse aux usagers et usagères proches et professionnels, qui est au niveau de déficience motrice. C'est une page web, donc ce n'est pas un PDF ou quoi que ce soit, c'est vraiment une page web que vous pouvez trouver en ligne et c'est gratuit. Donc ça, c'est une façon de fonctionner. Ensuite, vas-y, complète. pas de problème. Ah non, mais parce que je regarde sur le chat en même temps que toi. OK, vas-y, je te chérie. Pas de problème. Donc, ensuite, je vais y aller avec Cam qui dit personnes trans et handicap. Donc, au niveau, puisque c'est comme ici, on parle vraiment d'une population plus marginalisée en tant que telle, donc personnes trans, ce qu'on pourrait faire, c'est venir appliquer un filtre à la colonne personnes marginalisées. Donc, on est ici à la colonne I, personnes marginalisées, et toutes les colonnes, vous voyez, qui ont des petites flèches en dessous. Donc, ça veut dire qu'on peut appliquer un filtre sur cette colonne-là pour aller chercher une catégorie qu'on veut en particulier. Donc, vous avez juste à cliquer sur la flèche. Et là, ici, vous avez un menu déroulant de toutes les différentes options qu'il y a pour cette colonne-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient désélectionner, puis on vient sélectionner celles qui nous intéressent. Donc, ici, dans ce cas-ci, c'est les personnes trans.
Donc, je vais venir sélectionner femmes trans, asexuelles, trans et non-binaires. Puis, ben, on va aller chercher aussi LGBTQA de plus, parce que des fois, ça peut venir s'intéresser à cette population-là plus spécifiquement. Et là, ça va nous afficher dans le répertoire uniquement les ressources pour les personnes trans, non-binaires ou les personnes de la communauté LGBTQA de plus. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ressources, quand même, sur 48, qui vont venir s'intéresser à cette population-là plus spécifiquement. Par exemple, on a une ressource du CREGES, qui est le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale, ici au Québec, qui offre une formation sur les réalités et les besoins des personnes aînées qui sont LGBT. Donc, c'est une formation qui comprend un module d'introduction, un module de connaissances essentielles sur les réalités LGBT, 4 modules qui visent l'apprentissage des pratiques inclusives à préconiser auprès des personnes aînées LGBT et qui présentent différentes études de cas pour différents contextes de soins et de services sociaux. Donc, ça, c'est une ressource vraiment de formation qui s'intéresse plus qui est plus dédiée aux professionnels et qui vient au niveau du vieillissement et des communautés LGBTQA2+. Si on cherche quelque chose plus au niveau des femmes et des personnes trans et non-binaires, ben on a par exemple la FQPN, donc la Fédération du Québec pour le planning des naissances, qui nous a donné un guide complet sur la santé sexuelle et les situations de handicap qui a émergé du projet Access Plus. Et le contenu de ce guide-là, ça vient vraiment déconstruire les préjugés, ça nous parle du consentement sexuel, du consentement aux soins et nous donne différents conseils pour l'accès aux services en santé sexuelle au Québec. Et c'est un guide qui a été développé vraiment pour des personnes, pour les femmes en tant que telles et des personnes trans et non-binaires. Et c'est un livret papier de PDF de 32 pages environ, qui coûte entre 1 et 20 $ pour avoir la copie PDF en tant que telle. Donc, ça, c'est au niveau de personnes trans et handicap. Ensuite, ça, au niveau sclérose en plaques ou autres populations ayant des problèmes sensoriels pelviens. Donc, encore une fois, puisque cette demande-là, elle est un petit peu plus précise, on cherche quelque chose en lien avec pelvien, par exemple. Ce que je ferais à ce moment-là, c'est que j'irais faire une recherche, encore une fois, avec un mot-clé ici en haut, avec la barre de recherche, ou vous pouvez toujours taper CTRL-F sur votre clavier pour le faire émerger. Donc, si je viendrais chercher pelvique ou juste pelvien, juste comme ça, voir s'il y a quelque chose qui ressort. Et évidemment, quand vous faites une recherche par mots-clés, il ne faut juste pas oublier d'enlever vos filtres pour vous assurer que ça va faire une recherche dans tout. Donc, ici, j'ai enlevé mon filtre que j'avais appliqué sur personnes marginalisées. Donc, oups, j'ai mal tapé. Pelvin, ça ne fonctionne pas. Pelvien, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Peut-être pelvique? Non plus. Il me semble qu'il y avait quelque chose au niveau pelvien, donc je vais juste aller retourner voir c'est où exactement. Ou peut-être pelvique avec QE. Ah, voilà. Donc, pelvique avec QE, ça nous a sorti la ressource de Jennifer Stone, ici à la ligne 27, qui est en fait une formation d'une physiothérapeute. Donc, c'est une formation que vous pouvez trouver en ligne qui s'appelle Sexual Interviewing and Counseling for Physical Therapists et qui fait la revue des différentes fonctions sexuelles, principes de l'entrevue sexuelle, principes de l'accompagnement dans la sphère sexuelle, comment individuer l'accompagnement, l'étude de cas, et qui s'intéresse vraiment à des personnes usagères qui reçoivent des traitements pelviques en tant que tels. Donc, ça, c'est peut-être pas nécessairement une ressource de type éducative que vous pourriez donner à votre usagère qui a des questions. Mais si jamais vous êtes intéressé à recevoir une formation sur ce sujet-là, il y aurait celle-ci. Sinon, pour aller trouver quelque chose qui est plus en lien avec la sclérose en plaques, ce que vous pouvez faire, c'est venir encore une fois chercher la fonction des filtres dans personnes de la diversité capacitaire et venir chercher votre déficience motrice. Et ici, ce que j'ai fait dans le répertoire, c'est que pour les ressources de déficience motrice qui s'intéressaient à une population en particulier, donc par exemple AVC, sclérose en plaques, paralysie cérébrale, j'ai pris la peine de le noter entre crochets. Donc, vous pourrez venir chercher, ici, je sais que vous ne voyez peut-être pas très bien, voilà, je vais l'agrandir un peu. Donc, si on a des ressources qui sont pour la déficience motrice, la sclérose latérale amyotrophique, donc pas nécessairement sclérose en plaques, mais ça pourrait être connexe. Donc, on va juste venir cocher eux autres pour voir qu'est-ce qu'il y a. Donc, déficience motrice générale, puis peut-être maladie musculaire et sclérose latérale amyotrophique. Et là, vous allez avoir 4 ressources qui vont s'afficher avec lesquelles vous pouvez voir si ça répond à vos besoins ou pas. Ah, plus que 4 ressources, désolé, une dizaine.
Donc, voilà. Donc, ça vous permet un peu de voir le répertoire, comment est-ce qu'il fonctionne. Ça vous donne des idées sur comment rechercher dans le répertoire. Donc, en fait, moi, à ce moment-ci, j'ai comme un peu fini de vous le présenter, fait que je répondrai à vos questions, j'ouvrirai la discussion si vous avez des commentaires ou des questions par rapport au répertoire ou en tant que tel, ou qu'est-ce qui contient, qu'est-ce qui ne contient pas. Ou, voilà. Merci. On a Louis-Pierre qui lève la main. Oui, ben merci beaucoup, Cassiopée. Premièrement, félicitations pour ce répertoire-là. C'est super intéressant, super pertinent. Là. Je pense que ça va vraiment se répandre comme une traînée de poudre là, parmi les intervenants. Puis j'espère aussi les usagers, usagères là, qui vont vouloir l'utiliser. J'aimerais juste savoir, est-ce que tu nous as bien montré comment l'utiliser? Puis tu nous parlais tout à l'heure au niveau de l'accès, comment y avoir accès. Tu peux juste nous réexpliquer, mettons peut-être comment, tu parlais d'un SharePoint, mais on y a accès comment? Est-ce qu'il faut t'écrire à toi ou à Chantal? Fait que juste si on pouvait détailler ça, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Ben, je laisserai Chantal répondre à ce niveau-là parce qu'en fait, pour vous donner la petite histoire, donc moi, j'ai construit le répertoire, j'ai comme fait la première vague de recension, mais ensuite, le répertoire va être hébergé au sein de SharePoint, puis va comme un peu devenir sous la responsabilité de Chantal et la personne qui suivra là, si jamais à son poste de coordination. Donc, si vous avez des questions à ce niveau-là, vous voulez rajouter des ressources aussi, peut-être que vous en trouvez des nouvelles, ça sera de faire lien avec Chantal et je vais la laisser lui expliquer la suite des choses pour le partage en tant que tel. Oui, donc exactement. Ça sera hébergé sur le SharePoint de notre équipe de coordination de la recherche au CIUS Centre-Ouest. Donc, je comprends que dans les SharePoint du réseau sont accessibles à toute personne dans le réseau, mais pas au milieu communautaire. On est en discussion pour explorer justement des façons de le rendre vraiment plus largement accessible pour que ça soit un open source, si on veut. C'est un work in progress, c'est un début, puis on veut continuer à le nourrir, à le faire grandir. Donc, c'est sûr que son accessibilité pour tout le monde serait importante. Donnez-nous là, quelques semaines ou bien durant l'été pour voir si on peut trouver une façon pour le rendre plus ouvert, plus accessible à tous. Mais pour l'instant, il est disponible au réseau. La raison pour laquelle on ne le met pas at large, c'est parce qu'on veut quand même garder un contrôle sur la qualité des informations qui sont incluses là, dans le répertoire. Donc, vous avez juste à m'écrire à moi, Chantal Robillard. Vous avez tous reçu l'invitation. Vous pouvez facilement me trouver et on vous donnera accès là, sur demande. Ouais. Et dans le fond, donc ça répond un peu à différentes questions que dans le chat, là, plusieurs personnes qui demandent est-ce que c'est possible d'avoir accès si je suis un organisme communautaire, si je suis une personne étudiante, etc. Donc vraiment, écrivez un courriel à Chantal aujourd'hui, puis Chantal vous l'enverra. Vous allez avoir, avec le répertoire, vous allez avoir aussi le PowerPoint que je vous ai présenté plus tôt. Et juste pour vous montrer rapidement, dans le PowerPoint, je vous ai fait la présentation de manière interactive avec le fichier Excel, mais dans le PowerPoint, vous avez aussi toutes les indications sur comment faire une recherche par filtre et comment faire une recherche par mots-clés. Donc, si jamais vous oubliez, vous avez peur d'oublier, pas d'inquiétude, tout est là. Et aussi, une chose que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que oui, il y a un index dans le répertoire. Donc, je vais juste revenir sur le fichier Excel pour vous le montrer. C'est simplement un petit outil pour vous aider si vous ne savez pas où chercher ou par quelle catégorie chercher. Donc, ce que vous faites, c'est là, ici, vous avez l'onglet du répertoire, mais tout en bas du fichier Excel, ici, en bas à gauche, vous avez en fait deux onglets au répertoire. Vous avez l'onglet du répertoire en tant que tel, mais vous avez un index. Puis un index, en fait, c'est juste que ça vous répertorie les différentes options possibles pour chaque catégorie qui était comme plus importante, là, qui était plus clé, à mon avis, à moi. Donc, par exemple, vous avez ici dans les types de ressources, les différents types de ressources qu'il y a dans le répertoire, les différentes formes de diversité capacitaire qui sont couvertes par le répertoire, vous les avez ici, et le format, par exemple. Donc, si jamais, pour vous donner un peu une idée, si vous n'arrivez pas à vous souvenir, c'est quoi le mot qui est utilisé, c'est incapacité physique ou c'est déficience motrice, ou ce genre de questions-là, vous pouvez retourner voir dans l'index pour vous donner une idée à ce niveau-là. Ou alors, vous faites simplement cliquer sur les petites flèches pour filtrer, puis vous allez avoir toutes les options de toute façon ici dans votre menu déroulant de filtre. Donc, ça répond à ça.
Je regarde rapidement le chat. Donc, Chantal, il y a une personne qui demande si on est dans le réseau, comment trouver ce répertoire? Je ne connais pas SharePoint, mais j'imagine que Linda Giraud, que vous avez écrit, vous pouvez aussi juste envoyer un courriel à Chantal, puis elle va vous l'envoyer, ce sera peut-être plus facile que le SharePoint. Au niveau de Nolu, est-ce que Nolu fait partie de votre répertoire? Oui, tout à fait. La formation qui a été faite par Nolu a été recensée. Donc, rapidement, là, je vais taper ici dans la barre de recherche Nolu, ça va nous le trouver tout de suite. Donc, il est juste ici à la ligne 33. Donc, le lieu en ce moment propose surtout des formations, n'a pas encore nécessairement d'outils éducatifs en tant que tel. Bien sûr, il y a aussi l'application de dating et de rencontres, mais je ne l'ai pas nécessairement recensé là, ici puisque ce n'était pas un outil éducatif ou une ressource éducative en ce sens-là. Mais vous avez la première formation de Nolu qui s'appelle Amour et handicap, introduction de niveau 1. Vous avez le lien ici pour y accéder. Son contenu, encore une fois, c'est dédié à des professionnels. La formation de Nolu, elle couvre surtout la déficience motrice et un peu la neurodiversité. C'est une formation qui est en ligne d'environ 1h30, qui fonctionne par module et qui est payante. Donc, il y a un coût environ de 89 $. Parfois, c'est un peu plus, ça dépend s'ils ont des spéciaux en ce moment ou pas. Et c'est une formation là, qui a été endossée là, par l'Ordre des sexologues du Québec. Je continue à regarder les questions dans le chat. Il y avait une question sur les groupes d'âge, oui. Oui. Donc, non, il n'y a pas j'ai pas trouvé de ressources qui étaient spécifiques aux jeunes, par exemple, ou qui étaient spécifiques aux adultes. J'en avais pas, c'est pas nécessairement un critère qui était comme assez mis de l'avant dans l'ensemble des ressources pour que j'en fasse une colonne dédiée. Par contre, sachez que les ressources qui s'intéressent spécifiquement à la déficience intellectuelle, c'est beaucoup des ressources pour des plus jeunes personnes ou des adolescents, souvent, puisque je pense qu'en général, dans leur parcours de développement, les difficultés au niveau de la sexualité ou alors les désirs au niveau de la sexualité vont plus émerger, c'est ça, au niveau de l'adolescence, jeune adulte. Puis c'est souvent à ces moments-là où les parents, les intervenants vont chercher à avoir plus de ressources. Donc, les ressources pour le niveau de la déficience intellectuelle sont beaucoup plus dédiées à cette plus jeune population-là. Donc, ça, c'est peut-être un petit truc à savoir à ce niveau-là, mais sinon, non. L'ensemble des ressources, en général, ne faisait pas de distinction vraiment au niveau des âges. Donc, à part pour les ressources, évidemment, qui étaient plus dédiées aux personnes âgées. Donc, je laisse encore le temps s'il y a d'autres gens qui ont des questions, commentaires, puis merci pour tous les beaux commentaires positifs. Je reçois déjà des demandes d'accès au répertoire, donc c'est génial. Puis, je l'offre comme ça aussi, mais si jamais vous faites partie d'une équipe en réadaptation pour qui vous pensez que ça pourrait être vraiment utile d'avoir le répertoire et de le connaître, ça va vraiment me faire plaisir de venir vous le présenter comme je l'ai présenté aujourd'hui à votre équipe en particulier, puis à répondre à vos questions plus précises de votre équipe. Donc, n'hésitez pas à contacter Chantal, puis Chantal fera le lien avec moi, là, ça va vraiment me faire plaisir. Même chose pour ce qui est d'organismes communautaires ou tout autre organisme là, qui aurait envie d'avoir une présentation du même type qu'aujourd'hui. Merci Cassiopée pour ton superbe travail. Comme on a mentionné plus tôt, là, c'est un work in progress. Si vous connaissez des ressources qui sont pertinentes, juste nous les partager, puis on pourra voir si on les ajouterait. Puis on est, comme on disait plus tôt aussi, on est en réflexion là, pour le rendre le plus démocratique possible pour que ça soit utile à tous. On n'a pas fait d'évaluation scientifique ou clinique, mais il y a quand même, comme vous voyez, là, une certaine rigueur dans le processus et dans la sélection des ressources. Donc, voilà. Peut-être, il nous reste comme environ une dizaine de minutes. Fait que je ne veux pas nécessairement étirer la sauce là, si vous n'avez pas de questions, mais peut-être ce que je ferai rapidement, c'est vous présenter des ressources que moi j'ai trouvées intéressantes et qui sont quand même plus complètes, peut-être pour vous donner une petite idée. Donc, je vais juste les passer en revue rapidement. Il y a entre autres ici, aux lignes 7 à 9, il y a le Carrefour familial des personnes handicapées, qui est un organisme communautaire ici à Montréal, qui a développé des très belles ressources en lien avec la violence conjugale et sexuelle.
Donc, si jamais vous sentez que ça serait peut-être un besoin pour vos usagers, usagères, ça peut être vraiment une très bonne ressource vers qui orienter. Ils ont des guides papier qui sont dédiés aux usagers, un guide qui est dédié à l'usager et un guide qui est dédié aux proches spécifiquement, pour aider à reconnaître les signes de violence conjugale et sexuelle qui sont précis à la situation de handicap. Donc, des choses, par exemple, comme un partenaire qui ne va pas donner l'accès au fauteuil roulant à la personne en situation de handicap, va le mettre plus loin du lit ou de l'autre côté dans une autre pièce. Ce genre de situation-là qu'on est peut-être moins familier de comprendre et de traiter comme des violences, mais qui en sont réellement. Le Carrefour familial des personnes handicapées, elle les a comme recensées dans leur guide papier, puis vous donne différents outils pour arriver à en parler avec vos proches, puis aussi des différentes ressources là, pour s'en sortir si c'est le désir de la personne. Et on a aussi, en lien avec ça, le Carrefour familial des personnes handicapées a développé une série de vidéos démonstratives en tant que telles. Donc, peut-être pour des personnes des usagers, usagères qui ne vont peut-être pas nécessairement lire un guide, mais qui seraient en mesure de regarder une vidéo. C'est des courtes vidéos de 2 minutes qui mettent en scène une situation, différentes situations de violence conjugale et sexuelle pour vraiment venir démontrer à quoi ça peut ressembler, puis venir faire de la sensibilisation à ce niveau-là. Donc, il y a ça qui est intéressant. Il y a le CIVA, qui est le Centre d'intégration à la vie active, encore une fois, un organisme communautaire à Montréal qui a développé un petit guide super simple, rapide, très bien illustré avec des belles images, qui est comme vif, facile à comprendre, puis qui fait un peu un tour de piste là, sur les différentes thématiques essentielles en lien avec la sexualité et le handicap. Donc, la contraception, l'intimité, la masturbation, l'éveil sexuel, l'identité de genre, orientation sexuelle, le consentement, etc. C'est un petit papier, un petit livret papier ou PDF que vous pouvez avoir, qui fait environ même pas 10 pages, je pense, puis qui se glisse très bien là, à des usagers, usagères qui auraient peut-être des questions, qui auraient envie d'en savoir plus. Puis le CIVA, de ma compréhension aussi, je ne l'ai pas inclus dans le répertoire parce que c'est très nouveau, mais de ma compréhension aussi, ont maintenant des stagiaires en sexologie au sein de leur organisme dont leur mandat est vraiment de venir répondre de manière plus approfondie aux questions. Donc, si jamais, ça peut être une ressource aussi à exploiter là, à ce niveau-là. Quoi d'autre que je peux attirer votre attention? La FQPN a fait un balado qui s'appelle Au coin du brasier, qui est un balado d'une saison avec 8 épisodes pour le moment, qui recense des témoignages et des entrevues avec des personnes en situation de handicap sur des thèmes comme les enjeux du dévoilement, les pressions sociales de performance au niveau de la sexualité, les différentes structures de relations, l'usage du BDSM comme pratique innovante pour venir soutenir sa sexualité, le rôle du proche aidant et des partenaires, comment est-ce que des fois le rôle de proche aidance et de conjoint-conjointe va un peu fusionner et va peut-être créer des difficultés à ce niveau-là aussi. La parentalité aussi, qui est un thème abordé, les violences. Donc ça, c'est peut-être quelque chose de plus éducatif pour n'importe qui aurait envie de se renseigner sur ces thématiques-là. Ça s'écoute très bien. Puis petit scoop, on est en train de regarder pour faire une 2e saison aussi. Donc, il y aura encore plus à donner à ce niveau-là. 2 ressources que j'ai personnellement trouvées très complètes et vraiment aidantes pour les professionnels en réadaptation, c'est les ressources du GRIM, donc du groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires. Ils ont développé 2 guides de pratique, un en ergothérapie et un en physiothérapie, pour favoriser la sexualité et la vie amoureuse des adultes qui présentent une maladie neuromusculaire. Je vous dirais que le guide a été développé pour des personnes qui ont des maladies neuromusculaires spécifiquement, mais moi, j'ai trouvé que les recommandations, les outils qui sont recensés s'appliquent à toutes sortes de personnes en situation de handicap, que ce soit au niveau déficience motrice, sensorielle, etc. Donc, ça vaut peut-être un petit coup d'œil pour les intervenants et intervenantes qui ont vraiment envie de se renseigner sur les approches d'évaluation, comment utiliser le modèle explicite, puis comment développer des plans d'intervention qui sont en lien avec ce qu'on vous demande, là, les exigences qu'on vous demande au niveau de votre profession par les ordres des ergothérapeutes et des physiothérapeutes. Donc, 2 très belles ressources qui sont des PDF d'une 60aine de pages. Quoi d'autre que je peux attirer votre attention? On a l'Institut universitaire en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme qui ont développé différentes ressources, mais il y a entre autres un guide de soutien complet sur les comportements sexuels chez les personnes qui présentent une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme
et qui vous donne carrément un outil d'évaluation pour objectiver les comportements que vous pouvez peut-être observer en intervention ou que la famille et les proches vont observer. Ça vous permet de les classifier en 14 catégories, puis juste peut-être venir aider votre évaluation si vous souhaitez intervenir à ce niveau-là. Donc, un outil intéressant. On a évidemment Louis-Pierre qui offre une formation continue sur les impacts des conditions de santé sur la sexualité, qui vous donne plein d'outils pour faciliter votre démarche d'évaluation en ergo, puis les principes et moyens d'intervention probants en ergothérapie et sexualité. Puis je pense que tu as la formation qui s'en vient bientôt, hein, Louis-Pierre aussi. Merci, Cassiope. En fait, on vient tout juste là, de la compléter. Cette année, on l'a Super. augmenté à 2 jours de formation. Ça a super bien été, mais à chaque année, elle revient. Puis l'an prochain, elle va être offerte en français et en anglais. Fait que, puis j'ai hâte de pouvoir intégrer ton répertoire Cassiope parce que ça va être vraiment apprécié par les personnes qui suivent la formation, hein. Génial. Fait que, une petite note à mettre à votre agenda pour l'année prochaine. On a aussi le regroupement Trisomie 21, qui est un organisme communautaire au Québec qui a développé différentes ressources en lien avec la trisomie et la déficience intellectuelle plus particulièrement. Des ressources qui aident les parents beaucoup aussi à aborder le thème de la sexualité, aborder le thème de la puberté, du corps qui change, comment vivre avec ces changements-là quand on a aussi une déficience intellectuelle. Une ressource plus en lien avec la masturbation. Il y a un très beau PDF complet de 162 pages, donc c'est peut-être une lecture à laisser sur votre bord de chevet là, à faire en quelques jours, mais qui est un document super complet qui a été fait par le Réseau d'action des femmes handicapées du Canada, qui voudrait vraiment parler plus des femmes, de la situation de handicap en tant que telle, et qui va toucher à toutes sortes de thèmes, donc principes d'éducation inclusive et émancipatrice à la sexualité. Quels sont les droits reproductifs et sexuels? Comment est-ce qu'on peut militer? C'est quoi l'état des choses au niveau de la stérilisation forcée des femmes en situation de handicap, qui est une situation encore d'actualité malheureusement. Donc, si vous voulez vous éveiller, vous sensibiliser à ça, c'est une très bonne ressource pour ça. Quels sont les différents systèmes de pression qui entrent en jeu quand on parle de sexualité et de handicap, l'identité de genre, orientation sexuelle, estime de soi, image corporelle. Bref, c'est un super beau document qui est disponible gratuitement et qui a été produit à partir de travaux de recherche que le Réseau d'action de femmes handicapées a mis sur pied. Si vous cherchez quelque chose au niveau de la surdité, on a 2 ressources qui ont été faites par le Réseau de santé sexuelle des sourds du Québec. Des ressources qui sont disponibles en français, mais qui ont aussi des illustrations en langue des signes québécoise. Donc, je vous dirais, les 2 ressources du répertoire là, qui sont au niveau de la surdité. C'est vraiment des contenus éducatifs pour les personnes sourdes qui vont toucher à la base, je dirais vraiment, donc tout ce qui est en lien avec la prévention des ITSS, qui vous donne des informations pour chacune des différentes ITSS, le VIH, comment bien se protéger, quels outils de contraception, de protection on peut utiliser, etc. Et on a une seule ressource, plutôt je vous avais dit, il y avait juste une ressource au niveau de la déficience visuelle, ben, c'est celle-ci à la ligne 47. C'est une mince ressource, il n'y a pas beaucoup de choses malheureusement qui a été développée. J'ai fait un lien avec l'Institut Nazareth Louis Braille, qui aussi de même son cloche de son côté, là, qui était comme on n'a pas tant de ressources à ce niveau-là, au niveau de la sexualité. Mais cette ressource-là, elle est plus en lien avec la vie de couple, puis comment vivre en couple l'apparition d'une déficience visuelle, puis les stratégies de couple pour gérer le stress que ça pourrait apporter à ce niveau-là. Donc, voilà, je vous dirais que ça... Ah, puis une dernière chose peut-être avant de vous laisser partir, il y a aussi l'Université de Montréal qui offre un cours complet de 3 crédits sur la sexualité et les conditions de santé. Donc, c'est un cours qui est offert à la Faculté d'éducation permanente. Qui est beaucoup plus dédié, je vous dirais, aux professionnels de la santé qui sont peut-être plus dans une approche médicale, donc les infirmiers et infirmières, par exemple, mais aussi des professionnels qui sont en réadaptation. Si vous avez vraiment envie de vous spécialiser à ce niveau-là, ça peut peut-être être un cours intéressant. C'est possible de le prendre comme étudiant libre. Et c'est un cours qui s'intéresse par contre uniquement à la déficience motrice. Donc, on parle de tous les impacts de la santé physique sur la santé sexuelle, les différentes maladies chroniques, maladies inflammatoires, cancers et médications, et comment avoir des pratiques d'intervention dans un contexte de problèmes de santé physique en lien avec la sexualité. Donc, c'est un cours complet, c'est ça, de 3 crédits. Donc, évidemment, ça vient avec des frais là, au niveau de l'admission universitaire et le cours en tant que tel. Ça peut être une option intéressante.
Donc, voilà, j'arrêterai là, je pense. Merci beaucoup de votre attention. Alors, merci Cassiope encore une fois pour cet excellent travail, à toutes les personnes qui se sont jointes à nous aujourd'hui. J'ai mis dans le chat un lien pour faire vos demandes d'accès. Je n'ai pas réalisé le trafic que je recevrai dans ma boîte courriel pour les demandes. Donc, je pense que ce serait plus simple. Ça permettrait aussi de garder en archive aussi les demandes des personnes qui ne sont pas connectées au réseau de la santé. Donc, comme ça, quand on aura trouvé une solution, on pourra ainsi vous le partager rapidement. Donc, on a un dernier atelier de notre série d'ateliers sur la sexualité qui aura lieu en août d'un groupe d'étudiants de l'Université McGill, de l'École de physio et d'ergothérapie qui travaille sur un projet sur les jeunes et la sexualité. Aussitôt que la date sera définie, là, je vous invite, je vous enverrai les informations détaillées si vous vous êtes inscrit, si vous êtes déjà complété le formulaire d'inscription, vous recevrez donc les détails à ce moment-là. Merci Cassiope, Louis-Pierre aussi pour votre présence. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci beaucoup.